Depuis bientôt 10 ans que j'ai créé l'UPR, j'explique aux Français le véritable diagnostic. Le véritable diagnostic, c'est que la prétendue construction européenne est une idée a priori sympathique. Mais son fonctionnement est tellement compliqué et ennuyeux que personne ne s'y intéresse. Ça commence à changer, grâce à nous, et puis grâce aussi aux événements, et grâce aux Britanniques. Il est pourtant décisif de s'intéresser aux traités européens, car ce sont eux qui ont volé au peuple d'Europe leurs choix démocratiques nationaux. C'est d'ailleurs la raison essentielle pour laquelle les Britanniques ont voté pour le Brexit à 52%, et comme il a été dit tout à l'heure à la table ronde de ce matin, s'il y avait un nouveau vote qui était fait aujourd'hui, 4 mois après, il y aurait probablement 56 ou 58% des Britanniques qui voteraient, parce qu'on leur avait dit que ça serait l'apocalypse. Et vous avez constaté que le Fonds monétaire international, toute honte bue, est obligé de réévaluer le seul taux de croissance du Royaume-Uni. C'est le seul pays au monde dont ils ont réévalué le taux de croissance. Il est décisif de s'intéresser aux traités européens car ce sont eux qui imposent une politique unique au profit des grands intérêts industriels et financiers euro-atlantistes. Il est décisif de s'intéresser aux traités européens car ce sont eux qui expliquent pourquoi la droite et la gauche trompent constamment les électeurs et font constamment la même politique que les Français rejettent. J'ai expliqué, et nous l'avons mis sous la forme d'un tract qui a beaucoup de succès, que vous avez certainement vu. On essaye, et j'essaye depuis maintenant 10 ans, de faire de l'éducation populaire. C'est-à-dire de tirer mes concitoyens vers le haut, non pas vers le bas. J'essaie de leur expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et ça n'est pas si compliqué à comprendre, à condition qu'on parle aux Français avec respect et qu'on s'adresse à leur intelligence, puisque nous sommes collectivement l'un des plus grands peuples politiques du monde. Le français est un peuple politique. Dans ces tracts, j'ai présenté, qui sont une synthèse de conférences que j'ai faites, nous avons présenté d'ailleurs, puisque tout ça a été fait, remouliné par les gens qui m'ont rejoint et par les talentueux graphistes. Nous expliquons pourquoi, par exemple, nous avons des délocalisations à un rythme accéléré. La France perd à peu près une usine par jour ouvrable depuis maintenant 10 ans. Nous perdons des milliers d'emplois chaque année, chaque mois. Nous perdons du savoir-faire industriel. Et nous sommes les seuls à expliquer pourquoi. C'est parce que quand vous avez une baignoire avec une bonde ouverte et que l'eau coule, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de mettre une bonde. Sinon, l'eau finira par être entièrement vidée de la baignoire. Cette bonde, le retrait de cette bonde, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ceux qui me suivent savent peut-être qu'il y a environ un mois, il y a eu à Reims des assises du produire en France de M. Montebourg et Gégaud, de l'RPS et l'RPS. Ils avaient invité, paraît-il, les candidats à l'élection présidentielle. J'ai eu la surprise de voir parmi les candidats des gens qui ne cherchent absolument aucun parrainage. Et nous, on s'est aperçu, ils m'avaient oublié. Ils m'avaient oublié alors que j'ai quand même été, pendant des années, membre de cabinet ministériel. Je crois être un des grands spécialistes du commerce extérieur. J'ai même accompagné le ministre le 15 avril 1994 à Marrakech pour la signature des accords de l'OMC. J'ai accompagné François Mitterrand, Édouard Balladur, Jacques Chirac. J'ai préparé leurs dossiers pour aller dans de nombreux pays du monde. Je suis quelqu'un qui connaît bien les questions internationales, les questions diplomatiques et encore mieux les questions d'économie et de commerce. J'ai créé un mouvement politique qui a fait 1%, près de 1% des suffrages en 2015. Et quand on leur a demandé
pourquoi j'étais pas invité? Ben non, c'est parce que, alors mon mouvement n'a pas de député. Alors on a dit oui, mais M. Dupont-Aignan, il n'en a pas beaucoup. Ah si, il en a un, ben oui, lui, ah oui. Mais M. Cheminade, ah oui, mais M. Cheminade a déjà été candidat il y a 5 ans. Et donc, voilà, il n'y a pas de place pour vous. Bientôt, on aura des critères. Ils vont organiser, je suppose, des débats à la télévision qui seront ouverts à tous les candidats à l'élection présidentielle, à l'exception de ceux nés le 14 septembre. Ça sera très objectif. Nous expliquons que les services publics sont démantelés par l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que toutes nos protections sociales sont attaquées par l'article 121 qui fixe les grandes orientations de politique économique. Nous expliquons que la santé est subordonnée au profit par les articles 168 et 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que les agriculteurs et les pêcheurs sont condamnés par l'article 38 et l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que toutes les politiques concernant, par exemple, l'immigration sont fixées par les articles 67, 77, 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Bref, dans tous les domaines, nous sommes complètement ligotés, y compris même en matière diplomatique et militaire, puisque l'article 42 du traité de l'Union européenne, le TU, porte bien son nom. L'article 42 du TU nous place sous la tutelle de l'OTAN. Et nous expliquons, depuis du moins que ce traité et que cet article existe, qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est pour sortir de tout ça, pour libérer la France de cette prison qui nous impose des politiques dans tous les domaines, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet seul de sortir de l'Union européenne. Dieu sait si j'ai entendu des critiques sur le sujet. M. Dupont-Aignan qui m'a appris qu'il se colporte dans tout Paris en disant que j'ai l'article 50 à la bouche tout le temps. Mais lui, il ne l'a jamais. D'ailleurs, il nous a dit récemment que lui, il ne voulait pas sortir de l'Europe du tout. C'est vrai. D'autres me disent, mais le Front National, Madame Le Pen, mais le Front National, effectivement, parle de l'article 50 en disant, avec l'article 50, on va renégocier les traités. C'est toujours vrai, hein. Allez-y, allez voir. Alors, ce que nous proposons, c'est de mettre un terme à cette escroquerie générale avec une grande clarté d'esprit et une grande détermination. Un nouveau cours sur un sujet complexe, difficile, mais que je vais essayer de clarifier, les compétences de l'Union européenne. Il y a d'abord une première catégorie, les compétences exclusives. Ces compétences exclusives sont fixées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces compétences exclusives sont relativement modestes en nombre. Elles sont fixées par l'article 3 du TFUE. On y retrouve l'union douanière, on y retrouve les règles de la concurrence, donc le marché intérieur et les règles de la concurrence, la politique monétaire, la conservation des ressources biologiques de la mer, la politique commerciale commune et la conclusion d'accords internationaux pour l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on y retrouve surtout des compétences liées au marché intérieur et à la concurrence. On y retrouve des compétences pour la préservation des ressources biologiques de la mer, ce qui explique que l'Union européenne soit compétente pour la définition des quotas de pêche pour les pêcheurs européens. Et on y retrouve bien évidemment l'union monétaire, la politique monétaire, compte tenu du fait que 18 États membres partagent la même monnaie, c'est-à-dire l'euro. Mais c'est un groupe modeste de compétences dans lesquelles il peut y avoir, par une interprétation, en quelque sorte, progressivement, si ça touche le marché intérieur, on peut avoir aussi apparaître des aspects de la politique agricole commune, puisqu'il y a la dimension de politique commerciale européenne sur ce point. Mais en tant que telle, la politique agricole commune n'est pas en tant que telle une compétence directement exclusive. Elle peut apparaître comme exclusive au fur et à mesure des interventions de l'Union européenne. Deuxième domaine d'intervention, les compétences partagées.
Les compétences partagées sont des compétences un peu particulières, en ce sens qu'elles sont effectivement, théoriquement, partagées entre l'Union européenne et les États membres. C'est-à-dire que si l'Union européenne n'est pas intervenue, les États membres peuvent intervenir dans ces compétences. En revanche, si l'Union européenne est intervenue dans ces compétences partagées, sa compétence préempte les compétences des États membres, elle devance les compétences des États membres, c'est l'Union européenne qui l'emporte sur celles des États membres lorsqu'elle aura fait la démonstration que c'est plus intéressant qu'elle intervienne au niveau collectif que l'intervention séparée des États membres. Alors c'est vrai que c'est l'article 4 du TFUE qui fixe les compétences partagées, elles sont là nettement plus nombreuses, on les retrouve en matière de marché intérieur, politique sociale, cohésion économique, sociale et territoriale, agriculture et pêche, environnement, transport, protection des consommateurs, recherche, développement, aide humanitaire. Beaucoup de compétences qui sont des compétences partagées, où l'on voit là, c'est vrai, une distribution des rôles lorsque l'Union européenne considère que les États membres interviennent de manière satisfaisante dans ces compétences, bien les États membres interviennent. Il n'y a pas de lutte de compétences, ce n'est que si la compétence est supérieure en fonctionnement, en efficacité, que l'Union européenne peut intervenir dans ces domaines, bien sûr. Alors c'est vrai qu'il reste une troisième type de compétences, les compétences d'appui. Les compétences d'appui sont des compétences plus limitées de la part de l'Union européenne. On a affaire d'abord à des compétences nationales, l'Union européenne n'intervenant que pour appuyer, pour compléter les compétences nationales au niveau européen. Et là, on peut prendre des exemples, par exemple dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation. Dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation, la compétence d'éducation, c'est une compétence nationale. La France a une politique nationale de l'éducation, que ce soit au niveau de l'enseignement secondaire que de l'enseignement supérieur, c'est une compétence nationale. En revanche, l'Union européenne peut intervenir pour appuyer l'intervention de l'État, par exemple pour améliorer la formation linguistique des élèves ou des étudiants, pour faciliter la mobilité des élèves ou des étudiants. L'Union européenne peut intervenir pour compléter ce qui est fait sur le plan national, mais pas plus. On peut le revoir aussi en matière de politique culturelle, on peut le voir dans le domaine de l'emploi ou dans d'autres domaines encore, où là, l'Union européenne vient compléter le dispositif sur ce point. Ce qu'il faut, pour conclure, c'est d'observer qu'il y a aussi, et le traité l'évoque aussi, des compétences exclusives des États membres. Et le traité le rappelle, les questions liées à la sécurité nationale, à l'ordre public, à la sûreté, ces questions sont d'une compétence exclusive des États membres. L'Union ne peut pas intervenir dans ce domaine. Et donc le traité de Lisbonne, de ce point de vue-là, a précisé la répartition des compétences. Merci. 80% des textes qui sont votés à l'Assemblée sont des transpositions en droit national du droit européen, des directives, des normes, etc. Et on n'a pas le droit de s'opposer à ces textes. Ce qui explique peut-être en partie l'absentéisme record de nos députés. L'application des traités successifs nous engageant dans la voie du fédéralisme a aussi entraîné des transferts de souveraineté vers l'Union européenne, ce qui veut dire que le président de la République n'a plus aucun pouvoir sur certaines choses. Les voici. Alors vous avez d'abord ce qu'on appelle les compétences exclusives de l'Union européenne, où les États n'ont plus du tout leur mot à dire, l'union douanière, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes, donc toute la politique d'immigration, l'établissement des règles de concurrence, la politique monétaire, la politique commune de la pêche, la politique commerciale commune et la conclusion d'accords internationaux. Puis ensuite, vous avez ce qu'ils appellent les compétences partagées, mais ils ont une notion assez personnelle du partage. Les pays de l'Union européenne ne peuvent exercer leurs compétences que dans la mesure où l'UE n'a pas exercé ou décidé de ne pas exercer la sienne. Donc les décisions de l'UE ont la primauté sur toutes les décisions nationales dans l'intégralité des champs d'application listés en dessous. Je vous laisse les découvrir, vous voyez que c'est loin d'être anecdotique. Vous êtes très actif sur Internet, il y a vos vidéos qui sont vues des dizaines de... Notre chaîne YouTube est l'une des plus vues de France, on a dépassé 7 millions de visionnages sur YouTube. Vous êtes plus libre sur Internet, il n'y a pas les questions embarrassantes des journalistes? Non, mais moi je suis en faveur des questions. Par exemple, ce que j'aimerais dire, si vous me le permettez, aux téléspectateurs, c'est que les débats que l'on voit actuellement à droite, à gauche, sont des débats qui sont coupés de la réalité. En réalité, toutes les politiques économiques et sociales sont déjà fixées par ce document
que je vais vous remettre, qui est le document de la Commission européenne qui date du 18 mai 2016 et qui fixe ce que doit être la politique économique et sociale de la France en 2016 et en 2017, notamment par exemple l'augmentation de la TVA, la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'ubérisation de la société française, le démantèlement du droit du travail. Eh bien tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la Commission européenne, que les Français votent à droite ou à gauche, finalement, ils s'en fichent complètement, ils imposent le même programme politique, économique et social. Moi, je veux rendre aux Français leur démocratie. C'est pour rendre la démocratie que nous proposons de sortir de l'Union européenne. Merci François Asselineau d'avoir été l'invité d'ITélé ce matin dans la matinale. Depuis bientôt 10 ans, j'explique aussi que l'on ne peut pas changer d'Europe. Parce que ça, c'est l'échappatoire de tous. De l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, tout le monde veut changer d'Europe. C'était le slogan du Parti socialiste, changer l'Europe. C'était en 1979, c'était le slogan du Parti socialiste 30 ans après, en 2009, pour changer l'Europe. C'est le slogan des Verts, c'est le slogan du Front de gauche, le titre même du Front de gauche, son vrai nom. C'est Front de gauche pour changer l'Europe. Le bloc identitaire à l'extrême droite, l'Europe que nous voulons. Oui à l'Europe, changeons d'Europe, dit M. De Villiers. Bruno Gollnisch veut changer d'Europe. M. Dupont-Aignan, ne subissons plus cette Europe, changeons-la. Non à la Constitution Giscard, oui à une autre Europe pour le PCF. Quant à Sarkozy, il veut changer d'Europe. C'est une idée originale. Ils ne sont pas d'accord entre eux, déjà, sur l'Europe qu'ils veulent. Ils ne sont même pas d'accord entre eux à l'intérieur du même parti politique, d'ailleurs. Or, changer profondément les traités européens, changer les traités d'ailleurs d'un mot, a fortiori, les réorienter profondément, impose l'unanimité des 28 États membres. C'est l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Donc pour avoir une Europe à la française, eh bien il faudrait par exemple que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Luxembourg, Malte, Chypre acceptent la fin de la libre circulation des capitaux, si on veut protéger nos industries, si on veut justement empêcher les délocalisations. Mais la libre circulation des capitaux, c'est un élément clé de leur richesse. Le PIB de la City, c'est 25%, je raisonne en ce moment comme le Royaume-Uni étant toujours dans l'Union, mais c'est également un élément clé de la production de richesse aux Pays-Bas, au Luxembourg, à Malte, à Chypre. On peut faire confiance d'ailleurs à des pays de l'Est ou à des pays scandinaves pour également refuser cette réforme. Pour avoir une Europe à la française, il faudrait par exemple obtenir que le Portugal, le Royaume-Uni, les pays de l'Est acceptent la fin de la subordination à l'OTAN. Si on veut, par exemple, ne plus être soumis à Washington. Mais pour le Portugal, qui est à la base des Açores, pour le Royaume-Uni, qui est très proche de l'OTAN, on n'a peut-être pas suffisamment d'ailleurs dit aujourd'hui que le Royaume-Uni, qui sort de l'Union européenne, n'entend absolument pas sortir de l'OTAN. Donc nous avons des différences essentielles avec le gouvernement de Mme May. Nous ne sommes pas un copier-coller de ce qui se passe au Royaume-Uni. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe pour l'Union européenne. Mais le Royaume-Uni entend tout à fait rester dans l'OTAN. Le Portugal, le Royaume-Uni, mais aussi les pays de l'Est. Si vous étiez estonien, letton, bulgare, polonais, slovaque, vous savez que vous avez peur du retour des Russes et parfois aussi du retour des Allemands. Les Polonais, dans leur histoire, à plusieurs reprises, ont été partagés entre l'Allemagne et la Russie. Donc, de toute façon, ils veulent le maintien dans l'OTAN. Donc, nous ne pourrons jamais modifier les traités européens qui nous placent sous la suggestion de Washington, de l'OTAN et d'une vision agressive du monde à l'encontre notamment de la Russie. Si nous voulions une Europe à la française, en matière monétaire par exemple, où l'euro est trop cher par rapport à la compétitivité de nos produits et de notre économie, eh bien il faudrait que l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas, le Luxembourg acceptent une gestion beaucoup plus inflationniste de la Banque centrale européenne, alors que la solidité de la monnaie est au cœur même de leur consensus national, en particulier en Allemagne. Donc ils n'accepteront jamais
une gestion beaucoup plus laxiste de l'euro qui nous permettrait d'avoir une monnaie plus faible sur les marchés internationaux. J'ai pris ici 3 exemples essentiels. Les délocalisations, la défense et la diplomatie, la politique monétaire. Sur ces 3 sujets essentiels, on voit que déjà tout est bloqué, c'est un auto-blocage. Et tout le reste est à l'avenant. Donc, la probabilité mathématique que l'Union européenne adopte la politique proposée par des partis ayant 15% de chance de parvenir au pouvoir, je ne dis pas des partis qui font 15% des voix. Un parti ayant 15% de probabilité d'arriver au pouvoir, ça veut dire qu'il arriverait à peu près au pouvoir une fois tous les 6 ou 7 ans. La probabilité mathématique que l'Union européenne adopte la politique proposée par les partis ayant 15% de chance de parvenir au pouvoir dans chacun des 28 États, puisqu'il faut qu'il y ait les 28 États qui soient d'accord au même moment sur la même politique, ça peut être en première approximation estimé à 0,15 à la puissance 28, ce qui fait 0,853, 10 puissance moins 23, ce qui fait très exactement une seconde tous les 37 milliards d'années. Et comme la planète Terre s'est créée, paraît-il, il y a 4,54 milliards d'années, il faudrait attendre plus de 8 milliards de fois la durée écoulée depuis la création de la Terre pour avoir la chance d'avoir cette politique cohérente pendant une seule seconde. Moi, je veux changer l'Europe. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. De changer cette Europe-là. Pour changer cette Europe-là. Mais encore. Il faut changer l'Europe. Non, mais il faut la changer. Il faut qu'on change l'Europe. Changer cette Europe. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. C'est-à-dire que si on ne change pas d'abord l'orientation en Europe... Parce que si on ne change pas l'écosystème européen... Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Refonder cette Europe. C'est de bâtir une Europe enfin utile. Construire l'Union européenne sur des bases différentes. Et qu'il faut construire une autre Europe. Et donc ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Pour une autre Europe. D'une autre Europe. Pour une autre Europe radicalement différente. Ne dites pas, il ne faut pas dire qu'au fond de ça, nous sommes anti-européens. Nous sommes contre cette Europe-là.